19h45, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information de la télévision Labari. Sur ce plateau, nous accueillons comme invité du journal Moudi Moussa. Il est le coordinateur régional tournant la page Niamey. Moudi Moussa, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Alors avec vous, on parlera de cette déclaration que vous avez rendue publique le vendredi 26 novembre dernier. Mais en attendant, nous allons suivre le déroulé de l'actualité de ce jour. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a avant-hier, dans une intervention retransmise en direct, tenté d'apporter des clarifications sur des rumeurs en rapport avec les relations qui lient le Niger à la France. Le président, à travers cette intervention, voulait en effet manifester son ras-le-bol suite à certains propos mensongers qui circulent, ce qui a suscité ce commentaire de la rédaction Labari. Merci de me donner l'occasion d'apporter des réponses en vue d'éclairer l'opinion de nos concitoyens ainsi que de l'extérieur sur une question qui fait l'objet, en effet, d'une exploitation de nature à nuire à notre image et à nos relations avec un pays qui est important pour nous parce que c'est un pays ami avec lequel nous entretenons une relation de grande qualité. Hélas, c'est fait. La clarification est plus que claire. C'est cela en effet l'entrée en matière de la sortie du président de la République dans sa réplique de vouloir répondre à ce qu'il est traite d'être soumis à la France. Une réaction peut être légitime mais apparemment mal préparée. Car de tout ce qu'il faut retenir de cette sortie, c'est qu'elle ne défend aucunement les intérêts du Niger. Le président aurait dû tout simplement observer et laisser couler et de s'adonner à cette réaction fracassante, dégoûtant, regrettable et inimaginable. Tels sont entre autres sentiments que certains de ces propos font nourrir. Plusieurs points ont été évoqués en lien notamment avec l'aspect sécuritaire qui suscite actuellement autant de débats au sein de l'opinion publique nationale. C'est la question des bases militaires étrangères que tant de Nigériens désapprouvent, mais que le président de la République signe et persiste à en croire cette sortie, que ces bases ont encore de beaux jours à faire sur le territoire nigérien. Ce n'est que des petites bases logistiques et techniques, avait-il poursuivi, qu'ils ont accepté d'abriter pour aider un pays voisin et ami à faire face à la situation évoquée si haut qui n'a peut-être pas concerné le Niger en ces temps, mais qui aujourd'hui impacte gravement sur l'économie du Niger, au vu du prétendu partenaire important. Le président de la République, l'unique souverain de toute décision qui concerne le Niger, a à cette occasion usé de toutes ses forces et de toute son imagination pour dire à ses concitoyens qu'il n'est en aucun cas et en rien soumis à la France. Et il a même mis à faire recours à l'histoire pour tenter de redorer son blason. Mais les actes en disent plus que les mots. Car, et comme il est connu de tous, il suffit juste pour un président de la génération de Macron à lever le petit doigt pour faire venir un président de la génération de Bazoum, et sans vouloir trop le contredire. Apparemment, la France n'a pas que demandé, mais elle a aussi commandé. Nous avons accepté que des avions français et des drones français soient positionnés ici, mais qui ont vocation à se projeter sur le Mali. Parce qu'à l'époque, nous n'étions pas considérés par le phénomène. Ça, c'est notre devoir de solidarité vis-à-vis du Mali dans le cadre d'une stratégie avec un partenaire important comme la France qui avait commandé cela. C'est ça qui... Sans jamais trop vouloir comprendre ce qui les critique, le président de la République, refusant de toute évidence ces critiques, affirme être tranquille car ceux qui les critiquent selon lui n'ont aucune information de ce qu'ils font. Mais à qui la faute? Car ils sont plus enclins à tenir le peuple dans le noir, au détriment pourtant de certaines dispositions constitutionnelles qui les obligent pourtant à y faire part de toute décision qu'ils prennent. Tentant de faire comprendre aux Nigériens que l'uranium ne représente pas grand intérêt pour la France, le président complique en affirmant qu'un seul bureau de douane peut rapporter 27 milliards de francs CFA en seulement quelques mois à l'État, l'équivalent de ce que l'uranium engrange par an. Mais où va donc tout cet argent alors qu'il n'arrête pas de demander aux Nigériens de continuer d'attacher les ceintures? Concernant justement l'exploitation de l'uranium, le président est allé jusqu'à comparer le Niger à des pays comme le Canada et le Kazakhstan, oubliant totalement de rappeler que dans ces pays, les accords ont été savamment négociés et ne font actuellement face à aucun paradoxe énergétique. Et selon certaines sources, l'extraction de l'uranium au Canada est régie par des réglementations irréprochables.
Et il existe une multitude d'organismes indépendants qui veillent au peigne fin sur la santé, la sûreté, la sécurité des personnes ainsi que de l'environnement. Et selon le site gouvernemental canadien, les exportations sont principalement dirigées vers les États-Unis. À noter que le président aurait tout intérêt d'observer le silence. Il s'empressait à réagir sans vraiment agir. Car ce que le peuple attend de lui, c'est de garder sa robe de leur président. Mais ce qui est sûr, celui qui déjà n'arrive pas à mieux cerner son peuple n'est plus celui qui le fera sortir du gouffre de certains mots. Les Nigériens doivent poireauter encore longtemps avant l'arrivée du Messie qui n'aura que leur intérêt en vue. La France. Ouverture jeudi 25 novembre 2021 à la salle de réunion dénommée à Boboy de l'hôtel Galaxy des Dessous d'un atelier de formation sur la norme ITIE 2019. Une rencontre d'échange de 2 jours à l'intention des acteurs de la société civile qui est à l'actif du ROTAB en collaboration avec la CNT. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Chebou Disso. Les représentants des structures membres du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB se retrouvent à travers ce cadre pour échanger autour de la norme ITIE 2019, norme pour laquelle la décision de réintégration du Niger est intervenue en février 2020. À l'entame des échanges, le secrétaire permanent de l'ITIE Niger n'a pas manqué de souligner la place de choix qu'occupe la société civile dans ce processus. La société civile est un des acteurs importants dans la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Et j'espère qu'à la sortie de ces présentes assises, les différents participants seront vraiment éclairés sur les exigences de la norme et pourront jouer leur partition dans la mise en œuvre de cette importante initiative. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général de la CNT a rappelé l'objet de cette rencontre. Dans le cadre de la campagne Disclose the Deal, qui est une campagne de publicité internationale, la CNT a soumissionné à un programme de projet plaidoyer et engagement avec l'ITIE pour acquérir ce financement sous l'égide du ROTAB qui nous réunit aujourd'hui. Et nous nous sommes effectivement dit pour que la société civile, que ce soit au sein de l'ITIE Niger ou même de la vie courante, puisse véritablement jouer sa partition par rapport à la question des industries extractives. Il est important que nous puissions songer à une formation, à la maîtrise d'abord de la norme 2019. Et c'est en ce sens que lorsque le financement a été acquis, nous avons décidé de nous retrouver à Dosso avec toutes les structures de la société civile nigérienne pour effectivement suivre cette formation. Et c'est pour cela que nous avons fait appel à la personne que nous avons estimée la mieux indiquée pour nous, qui est le secrétaire permanent de l'ITIE Niger, pour venir nous entretenir par rapport d'abord sur la norme 2019, mais également nous entretenir sur le niveau d'engagement du processus de retour du Niger au niveau de l'ITIE. Vous savez qu'il y a eu des engagements que le Niger a eu à prendre dans ce cadre-là pour son retour, notamment la publication du premier rapport, c'est-à-dire le rapport 2019. Et nous estimons quand même que nous serons attentifs, nous serons à l'écoute pour poser toutes les questions liées à ces deux thématiques que les viens d'énumérer, notamment la norme 2019, les différentes exigences, mais aussi là où nous en sommes aujourd'hui, le peuple du Niger par rapport à son retour et à sa première validation de son rapport. Procédant à l'ouverture officielle de cet atelier, le coordinateur du ROTAB a de prime abord fait la genèse de l'adhésion du Niger à l'initiative ITIE avant de s'appesantir à son tour sur l'objectif assigné aux présentes assises. Vous serez outillés pour suivre le processus et être à jour sur tout ce qui s'est passé, à quel niveau le Niger aujourd'hui est dans la mise en œuvre du processus, pour pouvoir jouer votre rôle d'avant-garde dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative dans notre pays. Outre les adresses enregistrées à l'ouverture des travaux, cette journée a notamment permis aux participants d'être mieux outillés sur la norme ITIE 2019 à travers une brillante présentation du secrétaire permanent de l'ITIE Niger.
Restons toujours à Dosso où s'est tenue également la 4e assemblée générale du Rotab le samedi dernier. Une rencontre qui a vu le renouvellement des instances dirigeantes de ces réseaux avec au secrétariat exécutif permanent Ali Idrissa pour un nouveau mandat de 4 ans. Le point avec nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Chebou Guissou. La vingtaine de structures membres du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab se voient ainsi invitées à se pencher sur le dialogue partenarial pour le développement durable du Niger. Un thème qui marque la nouvelle dynamique qu'entend insuffler à cet important réseau ces structures membres qui, par les présentes assises, ont eu à faire le bilan des 4 années antérieures tout en adoptant un nouveau plan stratégique du Rotab pour les 4 années à venir. Un grand rendez-vous de ce réseau qui n'a pas manqué de souligner le secrétaire général du gouvernorat de Dosso en procédant à l'ouverture officielle des travaux de cette assemblée générale. C'est pour moi une grande satisfaction d'être parmi vous ce matin à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de l'assemblée générale ordinaire, instance suprême de votre cher réseau qui est le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, Rotab, avec pour thème le dialogue partenarial pour le développement durable du Niger. La tenue de cette Assemblée générale témoigne si besoin est de votre engagement au respect des règles démocratiques qui gouvernent la vie de toute structure, qu'elle soit étatique ou associative, c'est-à-dire le respect des lois et les principes qui fondent toute société humaine. Prenant la parole à son tour, le président d'honneur de la CNT, l'une des toutes premières centrales syndicales à adhérer au Rotab, s'est réjoui du travail abattu jusque-là par l'instance dirigeante de ce réseau. Aujourd'hui, Rotab est une structure incontournable. Je vous félicite sincèrement en votre collaborateur, toi et ton équipe, et je demande aux gens de les applaudir. Parce que Rotab a bâti un gigantesque travail. Les actions citoyennes ont toujours été menées par le Rotab. Et ce n'est pas par hasard que le terme choisi, l'action citoyenne dans le dialogue partenarial pour un développement durable. Nous nous inscrivons dans cette optique. Vous savez qu'au niveau de la Confédération du travail CNT, nous avons fait du dialogue social notre credo. Les travaux proprement dits de cette Assemblée générale se sont poursuivis dans la convivialité, avec notamment la démission des membres de la coordination nationale et la mise en place d'un bureau de séance pour l'élection du secrétaire exécutif du Rotab. Un processus qui a enregistré 2 candidatures pour se retrouver avec un seul candidat après désistement du sieur Halidou Moukela en faveur de l'ancien coordonnateur. Ce dernier s'est vu désigné pour 4 ans à la tête du Rotab et a tenu à remercier l'ensemble des participants pour avoir porté leur choix sur sa modeste personne. Je sais que je peux compter individuellement sur chaque organisation membre et aussi collectivement pour la réussite de nos objectifs qu'on s'est fixés. Notre réussite serait, je disais mon regret, la redynamisation de toutes les organisations membres du Rotab. Pour moi, c'est vraiment un enjeu majeur, voir que toutes ces organisations ont pu acquérir des capacités pour travailler sur les questions citoyennes dans notre pays. Nous nous engageons en tant que secrétariat exécutif à accompagner ces organisations dans leur mission et en contrepartie, nous vous exhortons à aussi respecter vos instances, à faire vos AG, congrès ou bien tout autre qui est prévu par vos textes. C'est ça qui vous rendra crédible. C'est ça qui rendra crédible notre voix vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis des citoyens nigériens, vis-à-vis des autres partenaires. Notons également qu'à ces assises, les membres du conseil d'administration du Rotab, jadis au nombre de 5, se sont vus amenés à 7 membres, tous portés à la connaissance des participants. Plusieurs personnalités qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre à l'épanouissement du Rotab ont été distinguées à titre posthume pour les uns comme membres d'honneur. Rendez-vous est ainsi pris pour 4 ans qui coïncidera aux 2 décennies du Rotab.
Atelier d'évaluation de politique publique hier par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. C'était à Africa Hall où les experts panélistes du MAEP ont posé des questions d'ordre réglementaire à la pluralité des acteurs sociaux nigériens conviés à cette assise. Aboubakar Souley, Aboubakar Ibrahim. Dans sa mission d'évaluation des politiques publiques, la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP a, à travers cette rencontre réunissant plusieurs acteurs sociaux, échangé sur des thématiques diverses en lien justement avec les politiques publiques. 3 points ont concerné le Niger dans cette série d'évaluation des pays africains et à chacun de ces points, les acteurs nigériens conviés à cette assise ont répondu sans aucune complaisance. Occasion pour l'expert panéliste en charge d'évaluer le Niger de présenter le MAEP tout en situant les objectifs visés à travers ces évaluations. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est un mécanisme qui a une approche inclusive et participative. Aussi bien dans la première partie qui est l'auto-évaluation où toutes les parties prenantes sont concernées et viennent s'exprimer sur la base d'un certain nombre d'indicateurs et sur la base d'un questionnaire méthodologique. Alors une fois cette opération réalisée, celle de l'étape 1 qui est l'auto-évaluation, eh bien elle produit un rapport d'auto-évaluation et on va à l'étape suivante, qui est celle-ci, qui est faite par des évaluateurs africains qui relèvent du mécanisme africain continental. Pour les quelques acteurs participant à cette rencontre, cette initiative panafricaine ne peut qu'être salutaire. Le MAEP, c'est une initiative de l'Union africaine où il a été pensé que dans le cadre de l'amélioration de la qualité de gouvernance en Afrique, que l'on puisse être dans la position d'aider à faire une sorte d'évaluation par les pairs, c'est-à-dire les autres acteurs des autres pays regardent comment les choses se passent au niveau de chacun des pays. Nous avions fait des discussions à bâton rompu sur tous les angles et les aspects de la vie socio-économique et politique des différents États. Et nous sommes satisfaits parce que les experts nous ont donné la parole pour exprimer nos préoccupations par rapport au rapport qui a été fait. Le droit avec les libertés publiques, la gouvernance économique, le climat des affaires concernant les entreprises de la place, tels sont entre autres points évoqués par les experts africains du MAEP. Et les échanges ont été assez fructueux et enrichissants. À noter qu'à la fin de cette évaluation, un rapport général va être établi et à partir de ce rapport, le domaine dans lequel le Niger se révèle être une référence va être soumis en guise de proposition à un autre pays. Il n'a vraiment pas pu resserrer les taux. La communauté Baï du Niger, à l'instar de celle du monde entier, a célébré hier après-midi à l'hôtel Bravia les centenaires de l'ascension du seul interprète autorisé en écrit Baï, la figure centrale Abdou Baya, et c'était autour d'un cadre du dîner de presse. Le résumé de cette soirée avec la rédaction Lamari. C'est dans une communion de cœur et dans un cadre convivial qu'est célébré les centenaires de l'ascension de la figure centrale de la foi Baï, Abdul Baha, seul interprète autorisé des écrits et l'exemple type pour la communauté Baï. Pour nous, c'est assez important de commémorer ça de manière grandiose, vu que c'est les centenaires. Nous, les Baïs, nous croyons que c'est la religion de cette époque. Ça nous permet de nous réunir et aussi de nous retrouver entre nous, Baha'i, avec nos amis aussi, effectivement. Et en même temps, de porter haut le flambeau de la foi Baha'i, d'informer, parce qu'il y a jusque-là des gens qui n'ont pas entendu parler de cette foi Baha'i. Le baïsme ou encore la foi Baha'i est une religion indépendante. La foi Baha'i, c'est une religion à part entière. Et les critères selon lesquels on peut savoir qu'une religion est indépendante, le Coran nous les a définis. Et il y a d'abord le livre, il y a le messager lui-même, le Rassoul, et bien d'autres choses. Et effectivement, tous ces critères-là se retrouvent dans la foi Baha'i. Il y a le Baha'u'llah, qui est le messager de Dieu pour cette époque, il a révélé plusieurs livres. D'accord ? Mais le plus saint livre, il s'appelle Kitab Aqdas. En cette soirée, aux grandes dames de cette communauté, des amis invités, un film documentaire d'une quarantaine de minutes a été projeté, relatant ainsi la naissance et les préceptes de la foi Baha'i.
Voilà, je l'ai annoncé en début de cette édition, la coordination régionale tournant la page Niamey a rendu publique une déclaration le vendredi 26 novembre dernier. Avec nous, le coordinateur régional Moudi Moussa. Moudi Moussa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette déclaration du vendredi 26 novembre dernier? Voilà, merci Abdel Nasser, mais avant de vous livrer ou de revenir sur un peu notre déclaration du vendredi dernier, j'aimerais d'abord présenter mes condoléances les plus attristées à la population de Téhéran et à l'ensemble du peuple nigérien suite au drame survenu hier lors donc du passage du convoi de la force d'occupation française qui a donc vu la résistance des jeunes de l'autre côté. Et nous souhaitons également dans la foulée prompt rétablissement aux dizaines, donc sinon à la dizaine, aux dizaines, je maintiens donc, de blessés suite à cette tragédie. Cela dit, pour donc parler de notre déclaration, effectivement, comme vous l'avez annoncé, notre coordination a rendu publique une déclaration de presse après un long silence observé de notre part, parce que vous vous souviendrez que depuis le début de l'année, pratiquement le Front social a observé une certaine accalmie, si on peut l'appeler ainsi, du fait de l'observation qu'on devrait faire après tous les engagements qui ont été pris, notamment avec les acteurs sociaux, lors de la rencontre, si vous vous rappelez, avec le président fraîchement investi de la République du Niger, Bazoum Mohamed. Alors, 7 mois après, nous pensons qu'il est temps quand même, en tout cas, de sortir de notre réserve pour porter notre appréciation de la situation, de la marche, disons, de notre pays de façon générale. Et c'est ainsi que nous avions donc sorti cette déclaration dans laquelle, disons, une déclaration articulée autour du moins de 3 points. D'abord le point social, où nous avions donc considéré que le premier élément social, selon nous, c'est l'éducation. Et aujourd'hui, tout le monde connaît malheureusement dans quelle situation se trouve le système éducatif nigérien. Vous avez vu du fait, malheureusement, de l'inadéquation de cette politique éducative et du manque de volonté, n'est-ce pas, à promouvoir une éducation de qualité dans notre pays. Vous avez vu tout ce qui se passe, le budget d'abord, qui est très insultant alloué à l'éducation, à mon avis. Et c'est la conséquence de tout ça qui entraîne malheureusement ce à quoi nous assistons, tels que les incendies à répétition dans les écoles. Récemment encore, vous avez eu certainement souvenance de ce triste incendie aussi qui a fait 25 enfants morts calcinés à Maradi dans leur classe en paillotte. Avant ça, il y avait l'année passée un autre qui a fait en tout cas une dizaine, voire une trentaine, je crois, une dizaine, en tout cas, de morts, plus d'autres qui continuent au quotidien de se produire. Ce qui montre qu'effectivement, on doit mettre fin à ces classes en paillotte dans nos écoles. C'est vrai, l'État a pris des mesures tendant à dire qu'elle interdit ces classes en paillotte au préscolaire. Mais nous estimons que ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas qu'au niveau du préscolaire où les classes en paillotte existent. Au secondaire, vous avez des classes en paillotte, au niveau primaire également. Et donc, c'est à tous ces niveaux qu'il faut revoir la situation. Au total, si vous prenez, au Niger, aujourd'hui, nous avons pratiquement plus de 36 000 classes en paillotte au Niger. Et cela expose pratiquement 1,4 million d'enfants à divers risques. Si on s'en tient donc aux statistiques du ministère de l'Éducation qui répartit donc les élèves selon 40 élèves par classe. Donc tout ça, on a dit que non,
c'est inacceptable, c'est inconcevable. L'école doit en tout cas être réhabilitée et c'est pour ça que les autorités également doivent sur ce plan faire quelque chose. Sans compter que dans la région de Tillabéri, vous avez au moins 339 écoles qui sont fermées du fait de l'insécurité. 339 élèves. Et à ce niveau, c'est au moins 34 millions, pas millions, mais 34 000 élèves qui sont ainsi privés de leur droit à l'éducation, alors que la constitution nigérienne, en tout cas, a été très claire, n'est-ce pas, sur ce plan. Chaque enfant nigérien a droit à l'éducation et c'est à l'État de garantir ce droit-là. De l'autre côté, nous avons également apprécié la situation de la gouvernance. Et à ce niveau, nous avions donc rappelé, en tout cas, les différents scandales que nous avions pu enregistrer durant la décennie, n'est-ce pas, de l'ancien président Issoufou Mahamadou. Parce que vous savez que, en tout cas, les Nigériens ne sont pas encore prêts d'oublier. Personnellement, là où je suis, j'ai gardé, par exemple, avec mes autres camarades, prison pendant au moins 6 mois pour avoir dénoncé le scandale au ministère de la Défense nationale. Et bien donc, ce scandale étant toujours d'actualité, nous continuons justement à demander justice par rapport à cela. Nous demandons que lumière soit faite. Au-delà de ce scandale, il y a tout un chapelet de scandales tels que, vous vous rappelez, du scandale lié à l'achat de l'avion présidentiel Mongreboun. Il y a ce que les Nigériens ont appelé Iranium Gate. Il y a également, à côté de tout ça, l'affaire Africad et en tout cas toutes les autres irrégularités donc décelées, sinon révélées à travers les différentes missions d'inspection d'État. Et donc c'est pour toutes ces raisons effectivement que nous avions demandé qu'une information, sinon une enquête indépendante soit ouverte contre l'ancien président de la République et l'ensemble de ses complices afin donc qu'ils puissent rendre compte au peuple nigérien de l'ensemble de ces scandales auxquels donc je faisais allusion. Au plan sécuritaire, Abdel Nasser, nous avons également essayé donc de jeter un coup d'œil sur cette situation sécuritaire également. Et là, nous avions malheureusement constaté que de plus en plus, on assiste à une détérioration malheureusement continue, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire. Pour dire que de 2019 à cette date pratiquement, les attaques dirigées contre les civils et les forces de défense sont, disons, incalculables. On a dénombré dans les 600 civils comme militaires tués depuis le début de l'année 2021, c'est-à-dire en moins d'un an, il y a jusqu'à 600, n'est-ce pas, civils et militaires qui ont été tués. Et cette situation a également entraîné, n'est-ce pas, la migration interne de quelques 95 000 personnes. Sans compter que 600 000 personnes également risquent une situation, cette fois-ci, d'insécurité alimentaire parce que, au moins du fait de l'insécurité, les cultivateurs, vous l'avez appris, beaucoup n'ont pas pu exercer donc leur activité champêtre, ce qui fait que ça expose donc ce nombre-là à un risque d'insécurité. Donc, c'est pour tout ça. Plus maintenant, au plan sécuritaire, toujours parce que le point d'orgue, c'est même cela, et cette présence que nous avions jugée encombrante, n'est-ce pas, des forces étrangères, notamment celles françaises. Et nous avions dit que ces forces, en 10 ans de présence, en tout cas, n'ont apporté aucune réponse appropriée à nos différents problèmes. Au contraire, une grande partie des populations du Sahel, en tout cas, estiment que l'insécurité est même un fait, ou du moins accentué du fait de l'intervention de ces soi-disant partenaires, notamment occidentaux, et j'ai bien dit français. Et donc, pour toutes ces raisons, nous avions dit qu'effectivement, nous devrions, parce que cette affaire de sécurité, nous sommes convaincus que ce n'est pas à un autre pays de venir nous la garantir à notre place. C'est à nous, en tant que peuple souverain, n'est-ce pas, de nous battre
pour reprendre en main, comme l'ont fait ou sont en train de le faire, des jeunes et d'autres pays. Donc nous devrons aussi être en mesure de nous mobiliser, de nous, comment on appelle ça, de nous lever, n'est-ce pas, et de nous battre pour, comme je le disais, reprendre en main le destin de notre pays. La sous-traitance de notre sécurité ne garantira pas, n'est-ce pas, un avenir au plan, en tout cas, de la sécurité, de la situation sécuritaire, ne garantira pas donc un avenir pour notre pays. C'est seulement ce que nous allons entreprendre de nous, par nous, qui, à mon avis, pourrait nous permettre de sortir du tunnel. Mais sinon, nous avions également, au vu de tout ce qui a été dit, appelé les citoyens à se mobiliser pour une manifestation, pour, disons, une marche pacifique qui interviendra, plaise à Dieu, le dimanche 5 décembre 2021, n'est-ce pas, de la place Toumo à la place de la concertation de Niamey. Et nous attendons à cette occasion une grande mobilisation, en tout cas des citoyens, pour administrer la preuve que toutes les revendications que nous portons sont également partagées par l'écrasante majorité, sinon l'écrasante partie de la population. Est-ce que, Moudi Moussa, en parlant de cette marche que vous projetez pour le 5 décembre prochain, est-ce que vous êtes optimiste quant à l'autorisation au niveau des autorités de la ville de Niamey? Oui, mais il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'on ne soit pas optimiste, dans la mesure où on sait que, bon, d'abord, pour ce qui est des régimes ici au Niger, pour les manifestations, on n'est pas en train d'aller demander à nous autoriser une manifestation. Nous, on déclare une manifestation. On sait qu'au Niger, le régime, il est déclaratif. Okay? On ne demande pas une marche, c'est un droit constitutionnel. Et par conséquent, en déposant notre demande, nous estimons que les autorités de la ville de Niamey, n'est-ce pas, comprendront bien la nécessité de donner suite, n'est-ce pas, à notre déclaration pour vouloir prendre les dispositions nécessaires en concert ou, disons, en intelligence avec les éléments de police pour encadrer notre manifestation. Ça ne va pas être une marche violente pour qu'on dise qu'on va l'interdire. Non, c'est une marche patriotique, une marche citoyenne qui se fera de façon tout à fait pacifique et nous ne voyons pas pourquoi elle sera interdite. Monsieur Moudi Moussa, merci. Merci D'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le coordinateur régional TLP Niamey. Voilà, monsieur, dames, c'est également tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.